Je voudrais saluer d'abord les auditeurs et vous-même. Je suis Habib Sy, ancien ministre d'État, directeur de cabinet du président Abdoulaye Wade, ancien maire de Linguère et maintenant président du parti de l'espoir et de la modernité, Yaakaru Rewmi. Monsieur Sy, quelle est votre réaction par rapport à la condamnation de Khalifa Sall et le cas de Karim Wade? Bon, vous savez, on s'y attendait plus ou moins parce que depuis que ces affaires sont sur la place, il y a eu beaucoup de recours et nous avons le sentiment que le droit n'a jamais été dit pour ces deux affaires. Et un sentiment partagé avec une bonne partie de l'opinion publique selon lequel l'exécutif instrumentalise la justice. Mais tout le monde sait que c'est injuste ce qui se passe avec Khalifa Sall. C'est aussi injuste avec ce qui se passe avec Macky Sall, avec Karim Wade. Et ça a été illustré d'ailleurs hier au cours du lancement de la campagne de parrainage de Benno Bokk Yakaar. Macky Sall, en tant que président de l'exécutif, qui est un pouvoir au même titre que la justice, que le pouvoir législatif, a cru s'arroger le droit de se poser en défenseur d'un pouvoir comme celui qu'il incarne. Ça ne s'est jamais vu à travers le monde, jamais, c'est la première fois. Il s'est même octroyé les fonctions de procureur suprême, maître absolu des poursuites. Les magistrats ont dû tiquer. Cela prouve tout simplement que, de façon inconsciente, il dit et affirme qu'il a une maîtrise sur une partie de la justice ou bien sur une partie des magistrats. C'est pour cela qu'à chaque fois que des décisions de justice de cette nature sont rendues, et vous avez une forte réaction de l'opinion publique, réaction qui traduit un sentiment de déception et de manque de confiance en notre justice. Le cas de Karim Wade, quand même, tout le monde sait qu'il a été inscrit au Koweït, n'est-ce pas? Le ministre de l'Intérieur qui prend sur lui la responsabilité de l'enlever de la liste électorale, alors qu'il n'en a pas la compétence. Mais c'était donc quand même à juste titre qu'on devrait pouvoir s'attendre à ce que la Cour suprême dise au moins que ce ministre de l'Intérieur n'est pas compétent pour rayer Karim Wade de la liste électorale. La Cour ne le dit pas, mais semble donc, enfin, confirme la mesure du ministre de l'Intérieur. Khalifa Sall, c'est la même chose, on en a tellement parlé. Tout le monde sait qu'il agissait comme s'il s'agit comme la gestion d'une caisse d'avance. Des pratiques qui sont installées depuis très longtemps. Et voilà, comme on le dit au Sénégal, l'opinion partagée, Macky Sall a tout simplement la volonté d'écarter des candidats potentiels pour la prochaine élection présidentielle. Voilà, donc vous avez tout à l'heure parlé de ce qu'il a fait hier donc, à Diamniadio, mais il me semble que le président a réussi hier son pari pour la mobilisation à Diamniadio pour le lancement de la campagne de parrainage. Oui, mais écoutez, quelle est votre appréciation par rapport à ça? c'est tellement facile, n'importe qui, président de la République, qui peut le faire, prendre des bus, des cars, y mettre les gens, leur donner de l'argent, des jeunes particulièrement et des femmes, pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Bon, mais compte tenu de la situation... C'est permis de danser dans l'événement vu la situation actuelle du pays. Donc, bon, maintenant je crois que les rôles sont inversés. C'est lui qui employait Youssou Ndour, maintenant Youssou Ndour peut bien le recruter. Hein? Il a fait preuve d'un grand danseur, hein? Il peut bien intégrer l'orchestre de Youssou Ndour. Hein? Vraiment... Bon, c'est vrai que dans certains États, les chefs d'État se défoulent des fois et dansent, mais ce n'est pas une tradition connue au Sénégal. Senghor n'a jamais dansé, Abdou Diouf n'a jamais dansé, Abdoulaye Wade n'a jamais dansé.
bien que nous sommes les hommes du rythme et de la danse, comme le dit si bien le poète Léopold Sédar Senghor, mais de l'autorité publique, on attend une certaine retenue. Tel n'a pas été le cas pour Macky Sall. Bon, j'espère bien que quand il sera battu le 24 février, il se souviendra de ses pas de danse, qui à mon avis aussi peuvent lui porter un préjudice par rapport à une certaine opinion. Pour dire tout simplement qu'il ne connaît pas le Sénégal qu'il dirige. Voilà. L'opposition dont vous êtes membre a décrié le parrainage lors d'un point de presse, car il me semble que beaucoup de citoyens ignorent les enjeux de cette nouvelle règle. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre position tenue lors de cette conférence? Oui, le parrainage, c'est vraiment une ineptie. Une ineptie. D'abord, le moment choisi pour le faire. Les délais sont très courts. La majorité de la population du Sénégal ne sait pas de quoi il s'agit. Et il y a tellement d'aberrations. À titre d'illustration, vous demandez à quelqu'un de vous rassembler 53 000 signatures sur une fiche papier et une fiche électronique. Bon, on dit que la signature est obligatoire, mais sur la fiche électronique, il n'y a pas de signature. Alors, vous devez vous-même écrire à la main les 53 000 parrains que vous sollicitez au niveau des électeurs. Ensuite, il faut saisir à l'ordinateur. Il s'ajoute que ce qu'ils appellent les discriminants, auxquels personne ne s'attendait, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a mis. Il faut y ajouter, en plus du numéro de la carte d'électeur, le numéro de la carte d'identité CEDEAO, avec 17 caractères. Vous le faites à la main et vous le faites aussi sur la machine. Ça y est 2 fois, ça y est 27 fois. Multiplié par 53 000, ça vous fait plus de 2 millions et quelques. Les marges d'erreur sont là. Et quand vous déposez votre liste, le Conseil constitutionnel n'a pas la possibilité de contrôler ces millions de signatures et de caractères issus soit de la carte d'identité CEDEAO, soit de la carte d'électeur. Ils peuvent, comme ils le font aujourd'hui, de bon gré, dire que bon, vous avez commis tel temps d'erreur, votre parrainage n'est pas bon, allez reprendre, vous n'avez pas le temps parce que c'est 2h48. Et après, on déclare que votre candidature n'est pas acceptable. Il s'y ajoute, vous avez bien entendu, lors comment on l'appelle, du lancement de leur campagne, là-bas au Dancing Abdou Diouf, le centre Abdou Diouf, le night club là, où le président s'est bien défoulé, ça devait être devenu un night club d'ailleurs. Alors, ils disent qu'ils veulent 3 millions de signatures. Bon, ils ont de l'argent, ils vont acheter les consciences. S'ils prennent 3 millions de signatures, 2 autres candidats prennent 3 millions de signatures, mais c'est fini. Il ne reste plus rien sur le fichier électoral. Donc, il peut y avoir une pénurie de signatures parce que déjà, il y a 100 candidats déclarés. 100 candidats déclarés, si chacun, tout simplement, voudrait avoir 53 000 signatures, c'est presque le fichier électoral. Donc, c'est une aberration. C'est une aberration. Et c'est pour cela que nous continuerons à nous battre pour qu'il n'y ait pas d'application de ce parrainage. Ça peut sembler bizarre, mais ils vont se rendre compte au moment de la mise en œuvre que c'est pratiquement impossible. Et ça, c'est un procédé qui peut être gros de danger pour notre démocratie. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs Macky Sall n'a pas voulu maintenir le code électoral de 1992, qui était un code consensuel, sous la supervision du président juge Kéba Mbaye, et code sur la base duquel a été élu Abdoulaye Wade, président de la République, code sur la base duquel c'est sur la base de ce code que Macky Sall lui-même a été président de la République. Personne ne l'a contesté. Pourquoi il veut maintenant changer? Et là, c'est tout simplement parce qu'il sait que compte tenu de l'état du pays
des informations qui lui parviennent, etc., qu'il lui est impossible de remporter l'élection présidentielle du 24 février 2019 au premier tour. Le sachant, eh bien, il se dit qu'il faut modifier les règles du jeu pour préparer un hold-up électoral et essayer de passer au premier tour. Parce que c'est évident que quand il va au deuxième tour, il est battu. Bon, mais je crois que, quelles que soient ses intentions, cela ne va pas passer. Il y aura la vigilance de l'opposition et nous avons un corps électoral sénégalais très mûr qui sait bien voter et qui, historiquement aussi, sait protéger son vote. Et c'est pour cela que nous avons confiance. Mais notre rôle, en tant que parti d'opposition, c'est de mettre le doigt sur ces irrégularités. Et chose encore plus curieuse, eux, ils ont le fichier électoral. Fichier électoral où figurent les mentions relatives à la carte d'identité CEDEAO. Mais il ne veut pas donner le fichier électoral au candidat, à la candidature. Il est le seul, en tant que candidat à la candidature, à détenir ce fichier électoral qu'ils peuvent tripotiller comme ils veulent au niveau du ministère de l'Intérieur. Après, ils vont faire de la simulation en disant que bon, nous sommes en train de faire une campagne en faisant le tour du pays, etc. Mais tout, pour eux, peut se construire au ministère de l'Intérieur sans gros efforts. Alors que nous, parti d'opposition, on est obligé de faire le pays avec vraiment des circonstances qui peut-être même peuvent être plus dures que la campagne électorale officielle. Parce qu'il faut s'arrêter partout, faire une campagne, convaincre les gens, recueillir les signatures, saisir tout cela. Et encore, vous bloquez le pays économiquement pendant plus de la moitié de l'année. Un pays qui se veut émergent ne devrait pas pouvoir se permettre cela. Parce que tout le monde sait que dans nos pays d'Afrique, et particulièrement au Sénégal, les campagnes électorales, l'après-campagne électorale contribuent au ralentissement des activités économiques. Alors, vraiment, il faut être inconscient de vouloir instaurer ce système de parrainage pour bloquer le pays pendant plus de 6 mois. Je suis un cadre de l'administration, un haut cadre de l'administration, qui dans l'administration a occupé de grandes responsabilités. Je suis un homme politique. J'ai fait 10 ans de gouvernement. Avant cela, j'ai milité depuis 1974 dans le Parti démocratique sénégalais. J'ai été formaté, éduqué par Maître Abdoulaye Wade, dont je demeure l'élève. Donc je suis suffisamment outillé pour diriger un État. Je sais de quoi il s'agit. Et je le ferai mieux que Macky Sall, c'est certain, parce que ce que je connais de l'administration, il ne le connaît pas. Ce que je connais de la politique, il ne le connaît pas. Ce que je connais de la sociologie du Sénégal, il ne le connaît pas, etc. Bon, il peut avoir beaucoup plus de moyens, parce que moi, je ne suis pas riche, hein, vous voyez. C'est pour cela que j'ai, avec mes amis, nous avons des propositions de programmes pour faire évoluer plus rapidement notre pays. C'est dommage. Le temps ne nous permet pas de développer ce programme, mais dans tous les secteurs, je sais qu'on nous suit les Sénégalais de l'extérieur. Alors, même sur les Sénégalais de l'extérieur, moi je dis d'abord, on n'a pas besoin de députés pour les Sénégalais de l'extérieur. Il faudrait reprendre la formule de conseil de Sénégalais de l'extérieur, mais dans chaque région, Afrique, États-Unis, Europe, etc. Bon, qu'on va définir en concertation avec eux. Et chaque région du monde où il y a des Sénégalais, le président du Conseil sénégalais de l'extérieur sera élu par ses compatriotes. Quand il sera élu, l'État va lui conférer le rang d'ambassadeur, de consul général ou de consul, ce qui va lui permettre d'avoir une voix autorisée pour pouvoir parler aux autorités des pays d'accueil afin de mieux s'occuper des problèmes des Sénégalais. En plus de cela, sur le plan économique, les Sénégalais de l'extérieur, ils envoient bon an, mal an, 1000 milliards de francs CFA. C'est extrêmement important. Moi, quand je veux construire, par exemple, une autoroute, quand je veux construire un hôpital de standard international ou européen, je n'aurai pas besoin d'aller à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international ou à la Chine.
je vais le faire financer par les Sénégalais de l'extérieur. Il suffit tout simplement de créer des sociétés, n'est-ce pas, en faisant un montage financier où il y aura des parts, des actions, de petites actions, 10 000 francs, etc. Et vous dites que mon objectif, c'est chaque année de pouvoir capter au moins 200 milliards des 1000 milliards, milliards de francs CFA envoyés par les Sénégalais de l'extérieur. On vous dira, bon, vous êtes en Italie ou en Espagne, aux États-Unis, quand vous envoyez 100 000 francs à votre famille, bon, acceptez quand même qu'on ait une ponction de 10 000 francs pour une société pour faire une autoroute. Je dis par exemple, moi, je m'engage, quand je serai président de la République, à faire 100 km d'autoroute par an. Le Maroc l'a fait, il a réussi, il faisait plus que ça d'ailleurs. Maintenant, ils sont sur les TGV, etc. J'ai dit faire un hôpital de dimension internationale à Thiès, par exemple, sera financé par les Sénégalais de l'extérieur. Et les ingénieurs, techniciens sénégalais qui sont à l'extérieur vont faire la conception. Quand il s'agira de structures de santé, telles qu'un hôpital, ce que nous avons comme médecins, professeurs à l'étranger, etc., personnel de santé, vont faire la conception. De telle sorte que ils auront investi dans le pays et ils vont gagner de l'argent dans le pays. Et le retour sera plus facilité. Et tous ces cadres qui sont à l'étranger, médecins, tout ce que vous voulez, auront maintenant la possibilité de regagner progressivement le pays et de nous aider dans la construction pour le progrès et pour l'émergence. Alors, l'éducation nationale, c'est un système qu'il faut reprendre en profondeur, du début jusqu'à la fin. Moi, je croyais qu'en 5 ans, on peut régler le problème. Mais quand j'interroge des spécialistes de l'éducation nationale, ils me disent que ça va prendre 10 ans à 20 ans. D'abord, si je prends les étudiants, j'ai dit il faut un statut de l'étudiant. Pourquoi un statut de l'étudiant? Parce que chaque étudiant sera doté d'une bourse et d'une aide. Mais c'est l'argent public. Moi, je suis fonctionnaire. Quand on me donne l'argent public, il y a un statut de la fonction publique auquel je dois me conformer, où est transcrit mes droits, mes obligations. La même chose, on va le faire avec les étudiants, par exemple. Et ce statut qui va faire ressortir les droits et les obligations de l'étudiant va lui conférer beaucoup plus de responsabilités sur la société. Et ayant connaissant mieux ses responsabilités, n'est-ce pas, et négociant avec l'État ces statuts, au même titre que d'ailleurs que les enseignants, on va arriver à l'accalmie de l'espace universitaire parce que c'est l'espace le plus trouble. Et je ne peux pas comprendre que, par exemple, on dise à la fin du mois, on ne paye pas aux étudiants leur bourse. Mais le même traitement qui est réservé aux fonctionnaires à la fin du mois doit être réservé aux étudiants. Le fonctionnaire n'est pas plus important que l'étudiant dans la société. Et ce sont ces étudiants qui vont devenir les fonctionnaires. Alors, dès la fin du mois, on programme les fonctionnaires et bon, on se dit on s'en fiche des étudiants. Mais c'est aberrant. Alors que la masse salariale des fonctionnaires dépasse de très loin la masse salariale des étudiants. Donc, le paiement de la bourse, le non-paiement de la bourse ne doit plus être une cause de grève dans ce pays, aussi bien ici au Sénégal qu'à l'étranger. Maintenant, il faudrait, je dis, d'abord faire les assises de l'éducation nationale, comme je l'ai dit dans mon programme. Comment on va le faire? C'est-à-dire au niveau petite enfance, au niveau primaire, au niveau secondaire, il y aura des assises sectorielles. Et à partir de ces assises sectorielles, on va prendre, n'est-ce pas, faire la synthèse pour après faire des assises globales de l'éducation nationale et où on aura déjà répertorié les difficultés, problèmes et perspectives de tous les degrés d'enseignement. Et on va faire un document perspective sur le long terme, ou document qui servira de base, n'est-ce pas, pour la reformulation de notre système d'enseignement et d'éducation sur le long terme. On saura d'ici à 20 ans quel type de Sénégalais on va former, comment on va le former, dans quel secteur, et en prévoyant, quand ils auront fini leur formation, dans quel secteur on pourra les employer. Parce que moi, si je suis président de la République,
compte tenu du pétrole et du gaz, je fais passer de 2020, le budget du Sénégal de 3 000 milliards à 5 000 milliards. Je suis un fonctionnaire de l'administration, je sais. Et c'est très simple. Il suffit tout simplement de réformer un peu la douane, les services de douane, des impôts et domaines, de tous les autres services qui procurent de l'argent à l'État, que ce soit le commerce, l'environnement, la pêche, etc. Il y a des niches extrêmement importantes, des ressources qui dorment là-bas. Parce que la déperdition, c'est-à-dire ce que l'on perd en perception d'impôts et autres taxes, est beaucoup plus importante que ce qui est collecté dans le budget. Personne ne peut le contredire. Étant de l'administration, je sais comment le régler. Vous avez même des sociétés ici qui sont dans le pétrole, dans le gaz et consorts, qui gagnent des milliards, et dans d'autres secteurs, qui ne payent pas $1, 1 franc CFA à l'État du Sénégal. Compte tenu maintenant des exonérations qui sont exorbitantes. Quand vous réglez cela, mais vous avez facilement un budget qui peut même dépasser 5 000 milliards. Et quand vous avez ce budget, la première action que je vais faire, je crée un fonds de solidarité nationale. Je vais diminuer de moitié les fonds politiques du président de la République, que je mettrai dans le fonds, pour aider les plus démunis. Ils ont droit, parce que moi je suis un libéral, mais souvent les gens ne savent pas que le libéralisme, une de ses valeurs aussi, c'est la solidarité. Ceux qui gagnent plus doivent aider ceux qui n'ont rien. Parce que ceux qui gagnent plus, ils gagnent de l'argent sur la base des efforts de toute la nation. Si on construit une route par l'État du Sénégal, c'est parce qu'il y a votre argent. C'est parce qu'il y a l'argent du pauvre là-bas, le mendiant qui est dans la rue, parce que quand il aura fini d'avoir ses aumônes, il va au moins acheter 1 kilo de riz. Dans ce kilo de riz qu'il achète, il y a une taxe qui a servi à construire l'autoroute, qui a servi à construire l'hôpital. Mais vous, vous êtes favorisé parce qu'on vous a ouvert toutes les possibilités, vous pouvez gagner des marchés, vous êtes milliardaire, etc. Et on ne vous exige pas d'aider les démunis. C'est une société injuste. C'est ce qu'on appelle la rupture de l'égalité des chances. Le paysan qui est là-bas, dans la brousse, mais on vit sur son dos. Pourquoi lui, il n'a pas droit à des logements sociaux, etc. Pourquoi il n'a pas la possibilité de se soigner comme moi, je peux le faire à Dakar? Et je vais développer un système plus performant que le système de la maladie couverture maladie universelle. Moi, je vais le faire avec les assurances. Ce qu'on met comme budget dans la couverture maladie universelle, si vous puisez aussi dans le fonds de solidarité que je vais créer, vous négociez avec les assurances, il y a une possibilité de trouver une solution pour faire soigner correctement les paysans, les démunis, etc. Et les fonctionnaires, toute la société. Et c'est ça qu'il faudrait éviter. Bon, il y a énormément de choses dans mon programme, l'agriculture, les institutions, par exemple, au niveau des institutions. La presse, il y a un programme pour vous, parce que pour moi, la presse est un facteur de développement. Ce n'est pas avec tout simplement l'aide de la presse qu'on va régler le problème, n'est-ce pas? Autant on investit pour moi dans l'agriculture, dans la santé, autant on doit investir dans la presse, parce que la presse peut aider au développement. Si par exemple, on veut régler le problème de consommer sénégalais, on ne peut pas le faire sans passer par la presse. Si on veut changer les comportements des Sénégalais, que nous décrions tous, mais on ne peut pas le faire sans la presse. J'ai des propositions là-dessus. Et si la presse le fait, c'est qu'elle elle accomplit une mission de service public. Dans la mesure où elle accomplit une mission de service public, il faut que l'État contribue à cette mission tout en lui laissant son indépendance. Okay, donc votre dernier mot? Ben, mon dernier mot, je salue tous les Sénégalais de l'intérieur comme de l'extérieur en leur demandant de me faire confiance et de parrainer ma candidature à l'élection présidentielle, de m'aider, parce que mon profil doit quand même les intéresser. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais quand même, j'ai des idées, j'ai des programmes, j'ai une expérience qui devrait pouvoir me permettre de faire progresser plus rapidement mon pays, restaurer une justice. Là aussi, j'ai des propositions pour la justice de notre pays.
afin que règne la paix, la stabilité et la concorde des cœurs. Et vous souhaitez, vous, que vous déployez le plus largement possible pour être une grande télévision indépendante, mais aussi qui donne des informations crédibles.